Bonjour à tous, bienvenue sur cette webconférence des mercredis de la biodiversité du CITEC. Donc aujourd'hui, nous accueillons Véronique Garcia qui va nous parler des apiacées. Je vous souhaite une bonne conférence. Alors bonjour à tous, je vais donc vous présenter ce sujet sur les apiacées qui paraît un petit peu spécifique et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi donc ce sujet. Alors je le resitue dans les monts du Cantal parce que c'est effectivement dans les monts du Cantal que pour ma part j'herborise le plus souvent et j'ai développé aussi mon expertise sur une partie de la flore des montagnes et notamment des estives. Donc c'est les photographies qui illustrent ces diapositives sont essentiellement prises dans les monts du Cantal. Voilà, donc vous pourrez retrouver ces plantes-là tout autour de vous dans les montagnes du Massif central et de l'Auvergne en particulier. Alors pourquoi je vous présente ce sujet, donc la famille botanique des apiacées? Parce que j'aurais dû vous accompagner en balade pour vous présenter la flore du territoire de Saint-Flour et des alentours. Et donc bon, cette balade a été annulée et il nous a semblé opportun, avec Marie-Aimée Lemarchand du CITEC de Saint-Flour, de vous parler donc de ces floraisons qui ont lieu en ce moment. Et donc, je vous ai choisi ce thème-là parce que ce sont des fleurs qui sont très communes et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'observer parce qu'elles présentent une certaine, on va dire, une certaine difficulté d'accès au départ que je vais essayer de lever avec vous aujourd'hui. Alors, c'est quoi une apiacée? Parce que c'est un nom qui est un petit peu énigmatique. Donc là, je vous présente en vis-à-vis une planche botanique. Donc, c'est un dessin à l'aquarelle très précis qui représente donc une espèce de la famille des apiacées, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Là, c'est juste pour vous montrer l'apparence donc typique d'une plante de la famille des apiacées. Et en vis-à-vis, donc, vous avez la photo de cette même plante qui est représentée dans son milieu naturel. En l'occurrence, c'est le milieu aquatique. Donc, vous voyez sur la planche botanique, on a représenté non seulement le feuillage tel qu'on le voit sur la photo, mais aussi différents éléments qui vont être déterminants, d'une part pour attacher cette plante à la famille des apiacées, et d'autre part pour nous aider à l'identifier. Donc vous voyez notamment des détails qui représentent le fruit à gauche, à différents stades. En bas à gauche, vous avez une coupe transversale de la tige qui montre qu'elle est creuse. Et puis, vous avez à droite une autre coupe transversale en bas à droite qui représente le rhizome de cette plante et qui, lui, contient des alvéoles. Il est creux, il est alvéolé et donc il est rempli d'air, ce qui peut paraître assez étonnant. Et donc, vous avez au centre de la planche botanique, puisque c'est ainsi qu'on appelle un dessin de représentation d'une plante, vous avez donc le feuillage, mais aussi la fleur et les fruits. Alors en fait, cette fleur, c'est plutôt un ensemble de fleurs qui est représenté. Et donc, cet ensemble de fleurs, qu'on appellera une inflorescence, est un des critères majeurs d'appartenance à la famille des Apiacées. Et c'est ce que je vais vous proposer d'observer en priorité dans le déroulement de cette conférence. Alors, l'ancien nom des Apiacées, c'était ombellifères. Donc, pour ceux qui utilisent par exemple des guides de la flore, vous risquez de retrouver l'ancien nom ombellifère, que moi aussi j'ai tendance à utiliser souvent, et qui a son intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vous parle un petit peu de la construction de ces deux noms, parce que ça vous donne déjà une explication instructive sur cette famille. Le mot apiacée vient en fait du mot apium, qui est le nom de genre du céleri, en fait, le céleri cultivé, mais aussi le céleri sauvage. Donc ce céleri, son nom scientifique est constitué de deux noms, le nom de genre qui est apium, avec une majuscule, et le nom d'espèce qui est graveolens, qui veut dire qui sent bon et parfumé. Et donc ce céleri a été choisi par les botanistes pour représenter la famille parce qu'il il présente tous les critères idéaux d'identification d'une apiacée. Donc on a pris le nom de genre apium et puis on lui a ajouté la terminaison acé et ça donnait le nom de la famille botanique Apiacée.
Pour les ombellifères, on a fonctionné complètement différemment. À l'époque, les botanistes ont tenu à structurer donc les noms des familles botaniques par rapport à l'observation de la fleur ou de l'inflorescence. Et donc, dans le cas, le mot ombellifère est construit à partir du mot ombelle. Une ombelle, en fait, c'est le nom qui a été donné à l'inflorescence caractéristique de cette famille botanique. Et ensuite, au mot ombelle, on a ajouté fer, qui veut dire porter, en fait, en grec. Ombellifère, c'est qui porte une ombelle. Voilà, donc vous avez les définitions de ces, et l'étymologie de ces deux noms de famille qui sont en fait les mêmes. Donc j'en reviens à qu'est-ce que c'est qu'une ombelle de fleurs, puisque cette ombelle de fleurs, donc c'est l'inflorescence caractéristique, et elle a aussi à une époque été à l'origine du nom de la famille. Donc sur ces deux photos, vous voyez deux groupes de fleurs blanches qui sont en fait ce qu'on voit, nous en tant qu'êtres humains, puisqu'on surplombe la plante, mais aussi les insectes butineurs qui arrivent par la voie aérienne. Ils voient un plateau de fleurs blanches, très mellifères, odorants, qui les attirent. Et si vous avez une très bonne vue, vous pouvez voir sur la photo de gauche, il y a des toutes petites mouches qui butinent le nectar. Or, les deux plantes que vous voyez là, en fait, n'appartiennent pas toutes les deux à la famille des ombellifères. Il y a d'autres détails à observer pour caractériser cette ombelle. Alors, si ce n'est une ombelle, c'est souvent un corymbe, qui est un autre nom donné à un autre type d'inflorescence. Et pour s'en rendre compte, eh bien, des fois, il faut commencer par faire des erreurs. Il y a par exemple des plantes avec lesquelles on peut confondre facilement une ombellifère ou une apiacée. C'est par exemple l'achillée millefeuille, qui, elle, vue de face, ne présente pas en fait les caractéristiques, vue de profil, pardon, ne présente pas les caractéristiques d'une ombelle. Donc, on peut confondre le céleri, par exemple, avec une achillée millefeuille, si on n'est pas très observateur, ou bien on peut le confondre avec une reine des prés. Pardon, c'est pas la reine des prés, c'est la Philippendule vulgaire, qui est une cousine de la reine des prés. Mais elles sont très proches et vous voyez que c'est un groupe de fleurs blanches aussi qui prête à confusion avec une ombelle. Ou on peut encore confondre avec une valériane officinale, qui elle appartient à encore une troisième famille. Là, je vous ai présenté trois plantes qui ressemblent à des apiacées, mais qui sont de trois familles différentes. Alors, comment faire pour s'y retrouver? Eh bien voilà, je vous présente maintenant une véritable ombelle, qui est donc l'inflorescence de l'impératoire, la grande impératoire, qui est une magnifique apiacée qui pousse dans nos montagnes. On la voit notamment si vous vous promenez au Luran, donc je vais dire au-dessus de 1100 mètres. 1100 mètres, vous avez une chance de la rencontrer. Donc vous voyez ce groupe de fleurs vu de profil ressemble tout à fait à un parapluie ou à une ombrelle. C'est un mot que j'utilise, c'est un ancien mot donc pour désigner ces parapluies destinés à protéger du soleil les femmes au 19e siècle, à la grande époque. Et bien cette ombrelle qui est très proche du mot ombelle, ça vous donne un indice donc pour enregistrer ce type d'inflorescence dont tous les pédoncules floraux sont attachés au même point sur la tige. Donc comme un parapluie, vous voyez, les baleines aussi sont attachées au même point sur le manche. Et bien là, c'est pareil. Et ces pédoncules floraux, en fait, s'ajustent de telle manière qu'ils portent à un même niveau toutes les fleurs, ce qui fera qu'on aura l'impression d'observer un plateau ou une assiette de fleurs blanches. Voilà, c'est la définition d'une ombelle. Et vous voyez par exemple sur l'impératoire le grand nombre de rayons qui portent ces fleurs blanches. Alors pour vous donner tous les détails de cette ombelle, j'avais envie de vous montrer un petit peu la naissance de cette inflorescence telle que vous pouvez l'observer dans la nature et qui peut être très rapide. En l'espace d'une journée, ce groupe de fleurs peut s'épanouir. Et donc, vous aurez ce spectacle sous les yeux, par exemple, si vous allez vous promener en lisière de rivière, sous l'ombrage des arbres de la rive, puisque également dans nos montagnes pousse la magnifique angélique des bois, Angelica sylvestris, donc que j'ai photographié à différents stades. Et donc, vous pouvez voir cet étonnant énorme bouton qui est en train de sortir de son capuchon. En fait, il est protégé par un gros capuchon à gauche.
Et donc, ce capuchon s'ouvre par une fente pour laisser sortir ce gros bouton qui est en fait une boule de fleurs. Et vous voyez sur la photo du milieu, la boule de fleurs est en train de s'ouvrir petit à petit. Et on voit les boutons des toutes petites fleurs qu'on appelle des fleurons qui sont encore refermés. Donc l'ombelle est encore assez ramassée, assez compacte. En fait, il faut attendre que la tige qui porte l'ombelle s'accroisse. Les cellules de la tige, en fait, sont en train de se multiplier de telle manière qu'elle va pousser l'ombelle comme un piston vers le haut. Et donc, à partir de ce moment-là, quand la tige sera déployée complètement, l'ombelle, elle aussi, va déployer ses rayons. Et vous voyez en dessous, on voit d'autres ombelles aux étages inférieurs qui sont elles aussi en train de sortir, ce qui va donner de nombreuses ramifications, chacune porteuse d'une ombelle de fleurs. Voilà, donc vous voyez sur la photo du milieu, d'ailleurs, on voit la grande feuille de l'angélique des bois qui est au deuxième plan de la photographie et qui est très découpée. Ça, je vais revenir aussi. Alors, je vous ai parlé donc de la facilité avec laquelle on peut confondre ces ombelles de fleurs avec des groupes de fleurs qui n'ont rien à voir avec une ombelle, comme la valériane, comme la reine des prés, comme la filipendule vulgaire, et puis également l'achillée millefeuille. Alors, comment sortir de la confusion? Déjà, pour vous donner une idée du genre de confusion que vous pouvez rencontrer, je vous ai mis deux autres plantes très proches, et qui sont toutes les deux de la famille des apiacées d'ailleurs. À gauche, vous avez une photo de la silhouette du persil et à droite, une photo de la petite ciguë. À ne pas confondre parce que les persillettes de petite ciguë ne font pas vraiment des bienfaits à notre santé, puisque c'est quand même une plante assez toxique. Donc pour vous expliquer, à gauche le persil est juste en début de floraison, à droite la petite ciguë est en fin de floraison. Et donc à ce stade-là, leurs apparences sont similaires puisque leurs inflorescences sont verdâtres. Alors pour s'en sortir de cette confusion potentielle, il y a plusieurs critères à observer. Et parmi ces critères, donc, je vous propose d'observer ce fameux capuchon dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'on appelle en fait une gaine en botanique. Alors là, pour m'amuser, je vous parle de la gaine d'Angélique, puisque c'est toujours, j'ai repris un détail de la feuille de l'angélique des bois. Donc, je vous ai montré la naissance de l'inflorescence tout à l'heure. Et donc cette gaine, en fait, c'est le pétiole de la feuille, donc le tout petit bout de tige qui rattache la feuille à la tige florale. Et bien ce petit bout de tige, il est élargi. Il s'est adapté morphologiquement pour former ce capuchon qui protège en fait la jeune inflorescence. Et vous voyez en bas à droite de la photo le morceau de feuille qui est attaché en fait à ce pétiole et élargi. Donc, de regarder cette gaine, déjà, ça nous situe dans la famille des apiacées, parce que c'est une caractéristique des apiacées. Et ensuite, chaque espèce a une gaine différente. Sur l'angélique, la gaine est très large, très volumineuse. Sur les autres espèces, elle sera différente, voire très réduite. Voilà, un deuxième détail important à observer, puisque au niveau de cette famille, si vous n'observez pas ce détail, vous aurez beaucoup de mal à distinguer les différentes espèces et à les identifier. Ce sont les fruits. Les fruits chez les apiacées sont appelés des diakènes, parce qu'ils sont composés de deux graines, des graines qui sont en fait soudées l'une à l'autre, et qui présentent de manière assez distincte, quand on s'approche du fruit, une séparation entre les deux. Alors le mot akène, pour vous resituer les choses, c'est le nom du fruit du grain de blé. En fait, un akène, c'est un grain de blé, c'est-à-dire un fruit qui est attaché à une seule graine. Le fruit et la graine ne font qu'un. Et dans le cas des apiacées, donc, il y a comme deux grains de blé qui sont soudés entre eux. C'est pour ça qu'on appelle ça un diakène. Parce que di, c'est comme bi, c'est comme le préfixe bi, ça veut dire deux. Voilà, donc je vous ai présenté sur cette diapositive deux photos en vis-à-vis, deux diakènes très différents, les diakènes du panais à gauche, le panais sauvage, et les diakènes de l'angélique des bois à droite, de telle manière que vous puissiez comparer les deux.
Alors, un deuxième aspect à regarder, là on revient sur l'ombelle, puisque c'est quand même la fleur emblématique de cette famille. Donc, je vous ai mis deux ombelles en vis-à-vis. Je ne sais pas si vous remarquez les différences. Je vous laisserai bien un petit peu travailler si on était face à face. Je vous poserai la question, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, bien sûr, il y a la couleur. Là, je vous ai mis une jolie photo de grand boucage, qui est Pimpinella major, et qui est d'un beau rose tendre. Mais c'est quand même assez rarissime dans la famille des apiacées d'avoir un joli rose comme ça. Si vous faites abstraction du rose en vous disant ces deux fleurs blanches, eh bien, la première différence qui saute aux yeux, c'est le nombre de rayons. Là, je suis toujours dans le schéma du parapluie. Et si vous regardez à gauche, l'ombelle de l'impératoire, Imperatoria austrutium, eh bien, vous voyez nettement qu'il y en a beaucoup plus qu'à droite. Et en réalité, les botanistes se sont amusés à les compter. Et donc, l'impératoire dispose entre 20 et 40 rayons dans son ombelle. Alors que du côté du grand boucage, Pimpinella major, eh bien, il n'y en a que 16 à 20. Voilà, donc c'est un repère pour distinguer ces deux espèces, par exemple, ou d'autres espèces. Il y a même des espèces qui n'en ont que 4 ou 5, voire à peine une dizaine. Et de cette manière, on peut déjà faire un tri entre tout ça. Alors, le grand boucage, je reviens sur cette très belle fleur rose, est assez rare. Pour moi, je l'ai rencontré sur les pentes du Puy-Marie. Donc, vous pouvez le rencontrer dans le Cantal. Et également, je l'ai pris pour la première fois en photo aussi dans les Pyrénées. Alors, les angéliques des montagnes, voilà, je vous ai mis en vis-à-vis deux angéliques pour faire un petit peu un mix entre ces critères que je viens de vous présenter. Donc, vous voyez, l'angélique de gauche, elle a un très faible nombre de rayons. Si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle a 6 rayons, cette plante-là. Alors, le nombre peut varier légèrement d'un individu à l'autre, hein. C'est pour ça qu'on donne une fourchette. Et sur l'angélique des bois, qui pousse dans le Cantal, vous voyez la masse énorme de fruits que ça fait, cette grosse boule de fleurs. Et pourtant, les fruits sont sensiblement proches, en termes de coloris en tout cas. Ils ont une couleur ivoire avec, on dirait, un petit bouton rouge pourpre au sommet. Alors, ce petit bouton rouge pourpre, ça correspond en fait au reste des étamines qui sont fichées au sommet du diakène. Et juste pour dire un mot à propos de ces angéliques des montagnes, nous avons dans nos prairies d'estive donc ce qu'on appelle l'angélique des Pyrénées, et donc qui pousse normalement dans les Pyrénées aussi. Et c'est une toute petite plante en fait, qui est vraiment pas plus haute que l'herbe des prairies, qui doit faire, alors celles que j'ai rencontrées font autour de 20 cm, alors que l'angélique des bois, elle, comme je vous l'ai dit, fait plus d'1 mètre. Donc vous voyez que lorsqu'on commence à cerner un petit peu cette population, il y a quand même des grandes différences qui apparaissent. Alors maintenant, je suis persuadée que tout le monde se demande, oui, et alors comment on fait pour distinguer la petite ciguë du persil? Suspense, on y arrive. Eh bien, il reste un dernier élément à vérifier, c'est l'involucre. Allez, encore un nom compliqué, un nom botanique. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous ai mis en vis-à-vis donc la petite ciguë, Etusa sinapium, de son nom savant, à droite, et la carotte sauvage, Docus carota. Donc la carotte sauvage, là, elle est au stade bouton. C'est pour mettre en valeur cette magnifique collerette de dentelle verte qui l'entoure. C'est vraiment quelque chose de caractéristique de cette espèce. Et de l'autre côté, vous avez la petite ciguë qui a aussi une sorte de collerette, mais cette collerette, elle est renversée sous la fleur, déjà d'une part. Donc ces collerettes, c'est ce qu'on appelle l'involucre. En fait, c'est un ensemble de feuilles, c'est les dernières feuilles qui se situent sous les fleurs, qu'on appelle des bractées, pour ceux qui veulent rentrer un peu plus loin dans la botanique. Et donc ces dernières feuilles, eh bien, elles font vraiment une couronne autour de la fleur, qu'on appelle l'involucre. Et cette couronne, c'est important de la regarder, parce que comme vous le voyez, elle a des aspects qui peuvent être sensiblement différents. Donc chez la carotte, chaque bractée est découpée un petit peu comme un sapin de Noël. Chaque bractée est vraiment découpée au ciseau, très finement.
Et sur la droite, la petite ciguë, chaque bractée a 2 pointes, 2 lamelles, un petit peu comme une fourche. Et je suis sûre que certains vont commencer à dire, oui, c'est comme la langue du serpent. On n'est pas loin, le venin, la langue de serpent. Je suis d'accord. Alors, si je reviens à mon persil, eh bien, c'est là que vous vous rendez compte que, même si par la silhouette, l'ensemble de la plante semble très similaire à celui de la petite ciguë, eh bien, dès qu'on entre dans le détail, là, ce sont les mêmes plantes que tout à l'heure, hein, mais ce sont des ous, c'est le cas de le dire, des points de détail, eh bien, vous voyez quelque chose quand même qui apparaît là nettement, c'est qu'au niveau des ombelles, eh bien, la petite ciguë a un involucre, alors que le persil n'en a pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ça ne suffira pas, bien sûr, pour caractériser ces deux plantes, mais ça suffit déjà à ce niveau-là pour les distinguer. Je sens qu'il y en a qui respirent, qui vont se dire « Ouf, je vais pouvoir manger le persil de mon jardin ». Alors voilà, maintenant qu'on a fait, enfin, j'ai essayé de vous faire un peu rapidement peut-être le point sur les principales caractéristiques à observer sur les apiacées pour les distinguer. Eh bien, je vais vous donner une mission. C'est la mission que le CITEC confie à son public et que je reprends dans cette conférence. La mission, ça va être d'aller à la rencontre de ces plantes, d'essayer de les dénicher dans votre environnement et puis de les observer pour repérer toutes ces caractéristiques dont je viens de vous parler. Alors ces plantes, vous allez les rencontrer dans la montagne, mais aussi plus bas, dans la vallée, voire pour ceux qui habitent dans la plaine. Pour certaines, je vous les indiquerai vraiment à la sortie de votre maison, à la sortie de chez vous. Alors je repars sur la petite ciguë. Donc la petite ciguë, en fait, comme je vous le disais, c'est une mauvaise herbe qui peut arriver dans votre jardin très facilement et que vous trouverez en bordure de champ, qui pousse à peu près en même temps que le persil, mais aussi que la carotte sauvage. Et vous voyez, là, je vous ai mis un détail de la feuille. C'est vraiment très, très proche du persil. C'est vraiment une grande source de confusion. Alors, qu'est-ce qui peut distinguer la petite ciguë du persil ou d'une autre plante, d'ailleurs, en plus de ces caractéristiques? Eh bien, c'est aussi quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, parce que c'est pas, on va dire que ça n'a pas été pris en compte dans l'établissement de la famille botanique. La famille botanique des apiacées, comme les autres familles botaniques, ont été établies sur la base de critères visuels et anatomiques. Là, je vais vous parler d'un critère qui n'a rien de visuel, mais que je trouve intéressant et qui, moi, me sert en pratique régulièrement. C'est le parfum. Alors, le parfum, ben, vous pouvez vous en douter. Si je vous parle du persil, de la coriandre, du cumin, du céleri, puis j'en oublie certainement, eh bien, je suis persuadée que je froisse une feuille sous votre nez et vous êtes capable de me dire le nom de la plante parce que vous avez mémorisé ces parfums qui sont tous caractéristiques de ces plantes-là. Eh bien, chez la petite ciguë, figurez-vous, si vous froissez le feuillage de la petite ciguë, eh bien, il n'y a pas d'odeur. En tout cas, moi, je n'en sens pas. Il faut dire que mon odorat n'est pas très développé. Je vous invite en tout cas à essayer, puis après, vous vous laverez les mains. Et vous verrez que ça n'a pas du tout le parfum du persil et que s'il y a un parfum, il est très faible. Voilà, donc le parfum, ça peut être un bon indicateur. Je reviens à mon angélique des bois parce que c'est aussi, je vous en ai parlé tout du long, donc du coup, je vous invite à aller la trouver et vous allez voir, vraiment, vous n'aurez aucune difficulté à la rencontrer et à l'admirer. Donc vous avez à gauche la photo de la fleur, qui est vraiment un gros pompon, et à droite la photo du fruit, enfin plutôt de l'inflorescence en fruit, qui est aussi très spectaculaire, très belle à regarder, donc qui n'est pas du tout discrète, hein, vous ne manquerez pas de la voir, même si la fleur est fanée. Et cette inflorescence en fruit, je l'ai prise en photo au mois d'août, voilà, pour tout vous dire. Donc vous aurez entre le mois de juin pour voir la fleur et le mois d'août pour voir les fruits. Alors je regrette de ne pas vous montrer la feuille, là je n'avais pas la photo sous la main. C'est une très belle feuille, une grande feuille qui est plusieurs fois découpée, qui est divisée en plusieurs fois, qui ressemble, moi elle me fait penser à une feuille de palmier. Voilà, vous savez, ces grandes feuilles de palmier ouvertes en éventail, sauf que bon, elle est composée de folioles, donc des petits morceaux de feuilles arrondies qui sont finement dentés tout autour.
Voilà, et vous avez toutes les chances de la rencontrer au bord des ruisseaux, des petits torrents, des rivières, partout où il fait frais, où il y a de l'eau et où le milieu est assez riche. Moi, pour ma part, j'en rencontre souvent autour des cascades, par exemple, dans le Cantal. Alors, un mot à propos de l'angélique des bois, quand même, c'est à propos de ses propriétés. Parce que pour l'instant, voilà, je suis restée sur le domaine de la botanique, mais qu'est-ce qui peut être intéressant aussi de découvrir à propos de ces plantes autres que la botanique? Et pourquoi ces plantes sont connues depuis très longtemps? Eh bien, c'est parce qu'elles ont rendu de nombreux services aux générations précédentes, hein, à nos ancêtres, et notamment aux gens des campagnes. C'est que l'angélique des bois, par exemple, a été longtemps utilisée comme l'angélique officinale. Elle présente les mêmes propriétés médicinales, avec, paraît-il, un peu moins d'efficacité, mais elles sont avérées. Et donc, comme l'angélique officinale, donc c'est une plante qui soigne notamment les affections respiratoires et qui est utilisée notamment dans les bronchites chroniques. Pardon. C'est une plante aussi qui est calmante et notamment qui est antispasmodique dans les douleurs liées aux menstruations, au cycle féminin. Et puis, en particulier, une dernière propriété importante, c'est que c'est aussi une plante qui est un stimulant digestif, c'est-à-dire qu'elle va aider à digérer, elle va faciliter les digestions difficiles, que ce soit au niveau de l'estomac ou que ce soit au niveau de l'intestin. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses hein, pour inciter à aller à la rencontre de cette plante, sachant que traditionnellement, ce sont les feuilles, les tiges et les graines qui sont utilisées. Les tiges, vous en avez peut-être goûté, en tout cas celles de l'angélique cultivée, puisqu'elles sont confites et ça a servi à faire une friandise qui était très réputée. Les fruits confits, ou plutôt les tiges confites d'angélique. Allez, je passe à la suivante. Alors, c'est la fleur qui était en fond sur le flyer qui vous annonçait la conférence de cet après-midi. C'est la grande astrance. Alors, elle est grande, pas tellement par la taille, mais plutôt par la beauté et par, on va dire, parce elle a un aspect vraiment précieux. Et puis, elle est assez exceptionnelle aussi parce que vous allez me dire, mais je me suis trompée là, c'est pas une ombellifère, ça, c'est pas une apiacée. Où elle est l'ombelle? Alors, effectivement, au premier abord, l'ombelle, on ne la voit pas. Ça fait partie un peu de ces espèces qui nous remettent en question, en fait, hein, quand on va les chercher. En fait, je repars sur les caractéristiques que je vous ai présentées précédemment. Il faut voir que cette grande astrance, elle imite un peu une autre fleur, une belle fleur blanche, comme la marguerite imite une fleur, mais on sait que la marguerite, en fait, ce n'est pas une seule fleur, c'est plusieurs petites fleurs. Eh bien, la grande astrance, elle imite une fleur blanche. On a l'impression que le cœur de la fleur, c'est les étamines et qu'autour, il y a les pétales. Mais en fait, ces pétales, ce ne sont pas des pétales. C'est ce fameux involucre, la collerette de la carotte qu'on a vu tout à l'heure. Et bien ici, cette collerette, elle imite des pétales. Elle est blanc nacré, avec une texture un peu membraneuse. Et tout ça, c'est pour imiter des pétales de fleurs. Mais en fait, c'est l'involucre. Et tout au fond, ce petit amas de boutons blancs, eh bien, c'est l'ombelle qui, lui, a des pédoncules très réduits, des rayons très réduits. C'est pour ça qu'il est resté au fond de l'involucre et qu'il ne sort pas plus. Mais si on disséquait cette fleur et qu'on la regarde un petit peu plus près, on retrouverait tous les éléments constitutifs de l'ombelle des apiacées. Alors moi, je vous invite plutôt à l'admirer parce qu'elle est vraiment magnifique. Et donc, elle mérite son nom puisque astrance, ça vient de astre. En fait, elle imite très bien une étoile des neiges. Et pour moi, elle est aussi belle que l'Edelweiss. Pour moi, je la compare très facilement à l'Edelweiss. Donc, la grande astrance est assez rare. Ceci dit, je l'ai rencontrée relativement souvent dans les monts du Cantal. Et notamment, je ne vais pas vous vendre la mèche, mais si vous allez au Luran, encore une fois au Luran, parce que c'est quand même un lieu qui draine pas mal de monde, eh bien, on peut en voir quasiment sur le parking. Il suffit de regarder un petit peu ce qui pousse et d'être un peu curieux. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Elle pousse ailleurs aussi et je vous invite à aller la découvrir pendant l'été, puisque c'est une plante estivale. Les feuilles ne vous apprendront pas grand-chose. Ça ressemble à des feuilles de renoncule. C'est des feuilles avec des lobes assez lancéolés, assez longs, avec des grosses dents et qui sont en forme de palme, voilà, autour du pétiole.
Voilà pour la grande astrance, qui est une fleur assez remarquable. Et puis je redescends des montagnes et je reviens donc dans les champs, voire en bordure de chemin, pour vous parler de la carotte. Alors la carotte à l'état sauvage n'a quand même pas le même aspect que la carotte cultivée. Elle a un aspect beaucoup plus grêle. Et par contre, vous allez pouvoir la trouver dans tous les terrains caillouteux et dans les friches. Parce que moi, ce que je trouve très drôle, c'est que dans nos potagers, on essaie de réserver la meilleure terre à la carotte pour qu'elle fasse des belles racines. Mais en fait, c'est une plante qui adore les terrains caillouteux et qui se contente de très peu. Donc à gauche, vous avez donc le bouton que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors c'est l'occasion de réviser un peu l'involucre. Vous voyez, la collerette de feuilles très découpée. Et puis ce bouton, il va s'épanouir. Et donc toutes les fleurettes qu'on appelle des fleurons, les petites fleurs blanches minuscules qui composent l'ombelle, eh bien elles vont s'ouvrir. Et ces fleurons, ils ont 5 pétales. Donc si vous avez une loupe, moi je vous invite à regarder de près ces fleurons de 5 pétales. Toujours est-il que la carotte semble présenter un plateau assez dense de ces petites fleurs blanches. Vous voyez, quand il est bien ouvert, il occupe toute la collerette, tout l'involucre. Et si vous regardez, j'espère que vous avez des bons yeux, sinon vous approchez de l'écran, on a l'impression qu'il y a un insecte qui est posé au centre de l'inflorescence, comme une petite mouche. Alors cette petite mouche, elle est soit noire, soit pourpre violacée ou rouge sang. C'est une seule fleur en fait, c'est pas une mouche du tout, c'est une fleur qui a choisi de se démarquer. Et elle est exactement au centre de l'inflorescence. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est la seule fleur colorée de la carotte. Donc si vous trouvez la carotte, vous regardez en son centre, et si vous voyez cette petite fleur rouge sang, c'est un signe que c'est une carotte. C'est une preuve indubitable. Alors il arrive aussi que cette fleur n'éclose pas et ne se montre pas. Ça peut arriver sur certains plants de carottes, mais c'est assez rare. En général, vous trouverez cette petite fleur rouge sang. Vous voyez, chez certaines espèces, il y a des signes caractéristiques qui se rajoutent aux critères que je vous ai présentés tout à l'heure et qui sont vraiment leur signature personnelle. Alors cette carotte est aussi très très velue. Vous voyez sur la photo de droite que la tige est hérissée, enfin c'est pas la tige d'ailleurs, c'est le pédoncule de l'inflorescence, il est hérissé. Alors je passe à une autre plante que vous trouverez tout autour de chez vous dans la campagne à basse altitude, c'est le cerfeuil des prés. C'est une plante que j'aime beaucoup, c'est une de mes favorites, parce qu'elle est très abondante et elle est d'une grande générosité. Elle est couverte de fleurs, elle forme de superbes colonies. Et récemment, je l'ai même adoptée pour décorer le jardin et l'associer aux rosiers, puisqu'elle fleurit en même temps que les rosiers. Et elle a le même effet à côté des rosiers que la gypsophile, pour ceux qui aiment un petit peu les bouquets de fleuristes. Et donc, ce cerfeuil des prés, en fait, son nom latin, c'est Antriscus sylvestris. Et j'attire votre attention sur son nom latin parce que Antriscus, c'est le même nom de genre que celui du cerfeuil cultivé ou du cerfeuil musqué. C'est un Antriscus aussi. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a appelé cerfeuil des prés, certainement. Et donc ça fait des plantes très proches, vraiment très proches. Par contre, au niveau du parfum, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est vraiment étonnant et qui montre que des espèces sont parfois très proches, mais il ne faut pas du tout leur prêter les mêmes propriétés. Parce que, par exemple, le cerfeuil des prés est très riche en tanins. C'est ce qui va lui donner son goût particulier, puisque c'est une plante comestible aussi, mais il n'aura pas du tout le parfum du cerfeuil cultivé. Ceci étant, c'est une excellente plante comestible que l'on peut consommer entièrement, que ce soit la racine, le feuillage ou les fleurs. Et pour ma part, je m'en régale pendant tout le début du printemps. Simplement, c'est une apiacée, c'est-à-dire que il va falloir déjà arriver à la reconnaître et à la distinguer des autres ombellifères, des autres apiacées, pardon, et notamment des ciguës. Alors, je vais en parler un petit peu plus loin des ciguës. Mais il faut bien se dire qu'il y a une grande ciguë qui pourrait lui ressembler si on ne prête pas assez attention à des détails significatifs. Et je vous ai mis en médaillon, en haut à gauche, le bouton de l'inflorescence qui est en train de s'ouvrir. Voilà, parce que c'est aussi un petit signe caractéristique de cette plante, une originalité. Le bouton est penché
et puis commence à sortir quelques rayons de l'inflorescence avant qu'il se redresse et qu'il déploie complètement l'ombelle. Voilà, ça c'est un petit détail. Alors cette plante, vous pourrez la voir en ce moment, elle est partout dans les chemins, dans les prairies, notamment les prairies de fauche ou les prairies à vaches, dans les terrains les plus riches, parce que le cerfeuil des prés est une plante fourragère qui apprécie beaucoup les sols riches en azote et bien alimentés en eau. En ce moment, c'est la fin de la floraison. Vous allez voir des fruits qui ressemblent un peu à ceux du panais que je vous ai montré tout à l'heure, des fruits apparaître sur cette plante. Donc, c'est l'occasion de la repérer avec ses fleurs, mais aussi avec ses fruits. Donc, une plante compagne très très fréquente autour de nous, que vous pouvez voir sans aller dans la montagne et que vous pourrez retrouver dans la montagne aussi. Alors, j'en ai rajouté une au dernier moment parce que vraiment, celle-ci, il faut quand même que vous essayiez de la trouver. Il y en a qui en ont spontanément dans leur jardin, comme moi, ceux qui habitent dans une vieille maison auvergnate sur les versants d'une vallée, avec des prairies tout autour, vont peut-être en trouver dans leur jardin. C'est une plante qui a été acclimatée dans les jardins du Moyen-Âge, autour des villages, dans les cours de châteaux, parce que c'est aussi une plante comestible, comme le cerfeuil des prés. Elle était très consommée à cette époque-là. C'est l'égopode podagraire. Alors par contre, le nom, lui, je dois reconnaître qu'il est accouché dehors, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu comment essayer de vous en souvenir. Donc cette plante, pour en revenir au jardin, elle s'infiltre facilement dans les jardins. Et je connais un voisin qui n'a de cesse que de l'arracher en fulminant parce qu'elle envahit tout son potager. Il faut vous imaginer le fraisier livré à lui-même. Eh bien, l'égopode podagraire fonctionne pareil. C'est-à-dire, il émet des stolons, il émet des tiges horizontales et il étend facilement sa colonie de cette manière. Contrairement au fraisier, lui, il apprécie les terrains ombragés. Donc, il va surtout s'étendre si vous avez une partie de votre jardin qui est à l'ombre de grands arbres. À l'origine, c'est une plante qui pousse dans les lisières de nos bois, les lisières des chemins bordés de grands arbres, et qui ne survit pas en plein soleil, ou difficilement. Donc, vous avez toutes les chances de le retrouver en balade sur les chemins de petite randonnée qui passent par des chemins creux, frais, où il y a des grands arbres. Et donc, cette plante envahissante, pourquoi l'a-t-on adoptée dans nos jardins? Enfin, nos ancêtres l'ont-ils adoptée dans leur jardin? Eh bien, d'une part, vous voyez ce feuillage, on dirait un céleri, donc ça fait un excellent légume. Cette plante a un parfum très prononcé, plus subtil que celui du céleri, ce qui fait qu'on peut l'utiliser en légume sans être gêné par la puissance du parfum comme le céleri. Le parfum est vraiment très délicat et je vous propose vraiment un jour de la déguster pour vous en rendre compte. Et surtout, au départ, elle était consommée pour pouvoir, en prévention, on va dire, de maladies ou pour se guérir d'une maladie très courante au Moyen-Âge, qui était la goutte. Alors, pas n'importe quelle goutte, la goutte des pieds, des articulations des membres inférieurs. Donc, la goutte, c'est une forme de rhumatisme qui se développe dans les membres à cause de l'excès d'acide urique. L'acide urique donc s'accumule dans les articulations qui deviennent très douloureuses lorsqu'on a un régime trop carné, lorsqu'on mange trop de viande et de viande de mauvaise qualité. Si on se remet dans le contexte du Moyen-Âge, c'est une époque où on consommait beaucoup de viande faisandée et très peu de légumes, notamment en période hivernale, forcément. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui pour s'alimenter en légumes. Et donc, c'était notamment les seigneurs qui, eux, mangeaient beaucoup de viande puisqu'ils avaient le droit de chasse, qui souffraient de cette maladie. Et pour cette raison, on a cultivé cette plante dont le bouillon était consommé parce que cette plante-là est diurétique, elle élimine l'acide urique qui est contenu dans les articulations et ça permet de soulager les malades. Voilà ce qui a fait la renommée et la prospérité de cette plante. Et puis, elle est tombée dans l'oubli. Et maintenant, moi, j'essaie de la ressortir de cet oubli parce qu'elle ne mérite pas, ou plutôt elle a des mérites qu'il faut remettre en vigueur, je pense. Et alors, son nom vient de sa capacité à soigner, vient de ses vertus médicinales. Donc, égopode, ça veut dire pied de chèvre. Alors, pied de chèvre parce que certains auteurs ont considéré que la forme de sa feuille rappelle l'empreinte d'un pied de biquette, voilà, dans le sable. Bon,
Par contre, peau d'agraire est un petit peu plus, je veux dire, fondée dans la mesure où, ça fait référence donc à la goutte. La peau d'agraire, c'est la goutte des pieds en fait. Donc ça fait référence à la maladie qu'elle soigne. Alors un petit détail pour reconnaître cette plante, donc je vous ai dit qu'elle a tendance à être envahissante. Vous rencontrerez son feuillage très fourni pendant quasiment toute l'année. Et ces ombelles de fleurs très légers, eux, arrivent à peu près à cette époque-là, au mois de juin à peu près, début juin. Ensuite, lorsque vous regarderez ces feuilles de plus près, vous pourrez couper une feuille et regarder le pétiole de la feuille. Il a une forme très particulière. La section est en forme de V. Voilà, donc c'est quelque chose que je ne vous ai pas mis en photo, mais c'est juste pour vous indiquer que voilà, sur cette plante-là, eh bien, c'est la forme du pétiole qui aide beaucoup à sa détermination. Alors, je passe à la suivante. L'impératoire, la grande impératoire aussi, comme on l'appelle aussi le benjoin français. Je peux vous dire que c'est un sacré titre. Donc, l'impératoire, elle est assimilée à l'angélique des bois, c'est-à-dire que c'est une plante médicinale qui possède des propriétés analogues, et elle a été longtemps utilisée pour ça. Elle est un petit peu plus rare, enfin, à mon sens, hein, on la trouve moins fréquemment que l'angélique sylvestre, et vous la trouverez à plus grande altitude. C'est vraiment une plante montagnarde, pareil, qui apprécie la proximité des grands arbres et les milieux frais. Regardez ces feuilles sont vraiment magnifiques, elles sont très très larges, avec des grands lobes dentés qui en font vraiment des superbes feuilles décoratives. Toute la plante est décorative. Elle pousse en colonie. C'est une colonie que je croise régulièrement, pareil, sur le chemin qui part du Lorrain vers le Puy-Grioux, où j'ai pris cette photo. Et à droite, je vous ai mis une photo de l'ombelle en détail. Pourquoi? Parce que cette ombelle qui est vraiment d'une grande pureté au niveau de la couleur. Vous voyez, il est quand même différent de l'angélique sylvestre. Il est plus aplati. Et ce qui est curieux, c'est qu'on voit des rayons qui semblent plus longs que les autres. Il y a des rayons courts et des rayons longs. Voilà, c'est une spécificité de l'impératoire qui va vous aider aussi à la reconnaître. Elle a son parfum également. Je ne saurais pas vous le décrire. Il est assez prononcé, un parfum de plante médicinale, si on peut dire, que je vous invite à essayer. Alors, pour capter le parfum d'une plante, je ne vous parle pas du parfum de la fleur, ça n'a rien à voir. Je vous parle du parfum de la plante et c'est les tiges, les feuilles qui contiennent cet arôme, cette essence aromatique qu'on veut percevoir. Et pour cela, vous prenez un petit bout de feuille, vous le froissez, vous le déchirez et vous le portez à votre nez. Et là, vous allez sentir s'exprimer tout le parfum de la plante. Alors, cet impératoire, comme je vous le disais, a les mêmes propriétés que l'angélique sylvestre ou que l'angélique cultivée. Et on lui prêtait notamment les propriétés du benjoin. C'est pour ça qu'on l'appelle le benjoin français. Alors, le benjoin, en tout cas le benjoin asiatique, ces propriétés qui sont reconnues, ce sont des propriétés antiseptiques et notamment antibactériennes, et des propriétés qui sont utilisées dans les infections respiratoires. Voilà, donc ça veut dire que l'impératoire était certainement utilisé principalement pour ça, par les gens de la campagne des siècles précédents. Et la partie qui était a priori la plus active, c'était la racine. Enfin, c'est la racine. Puisqu'on parle surtout de la racine pour cette plante, même si les feuilles et aussi les semences sont utilisées. Alors, je continue. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Je n'ai pas voulu vous parler de tout ce que j'aurais voulu. Mais celle-ci, quand même, elle est quand même tellement, tellement facile à trouver et puis tellement facile à reconnaître et tellement intéressante aussi à utiliser. La grande berce. Alors, vous allez remarquer que je vous ai choisi que les grandes plantes. Hein, elles ont toutes le nom de grandes. Donc, la grande berce, de son nom scientifique Heracleum spondylium, eh bien, c'est une plante de prairie de fauche. En fait, on la trouve fréquemment en compagnie du cerfeuil des prés, mais vous n'aurez aucune chance de les confondre. Pourquoi? Le cerfeuil des prés a un port léger, gracieux, il est très foisonnant. La grande berce, c'est une plante assez raide, assez imposante, et il peut y avoir plusieurs pieds côte à côte, mais c'est vraiment une plante assez robuste. Et vous le voyez, là, l'épaisseur des tiges, hein, c'est la taille d'un crayon, hein, voire plus.
Je vous ai mis à gauche un bouton de fleur, un bouton d'inflorescence. Vous le reconnaissez? Il est encore dans son capuchon. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une sorte de petit plumet vert au-dessus du capuchon, comme si la plante avait mis un joli chapeau. Mais ce petit plumet, c'est le petit bout de feuille qui dépasse, qui est attaché à la gaine du capuchon. C'est comme ça que vous allez la rencontrer en ce moment. Alors, elle est encore en bouton et de plus en plus, elle part en fleurs. Et juste en dessous là, donc, de ce capuchon, sur la photo de gauche, vous avez une feuille développée qui vous montre l'allure de la feuille de la grande berce. Donc alors ça peut être des très grandes feuilles. Hein. C'est des feuilles qui vont de 20 à 30, peut-être 40 cm tout en bas de la plante. Et là, ce que vous voyez sur la photo, c'est toute la feuille. C'est-à-dire c'est une feuille composée de plusieurs folioles, eux-mêmes très découpés. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut observer, c'est tout ça la feuille, c'est pas juste un petit bout. C'est des feuilles qui sont très velues, comme toute la plante d'ailleurs, et la tige principalement a un toucher assez rugueux. Vous n'allez pas vous piquer, hein, ce n'est pas une ortie, mais vous allez sentir clairement sous les doigts, c'est râpeux. Et donc là, c'est un autre sens qui est intéressant à mettre en action pour identifier ces plantes, c'est le sens du toucher. N'hésitez pas à toucher les plantes, il n'y en a aucune qui pique comme l'ortie. Et la seule nécessité, le seul geste indispensable, c'est de vous laver les mains quand même après. Je vais revenir dessus. Et donc voilà l'inflorescence épanouie à droite. Alors c'est curieux parce qu'elle est blanc verdâtre. Elle n'est pas blanc pur. Et en fait, il existe deux types de grandes berces. Il y a un type qui a des inflorescences blanc pur, et on va dire que c'est le type de la plaine. Et il y a le type de la montagne, comme chez nous, où elle est blanc verdâtre. En fait, cette espèce, la grande berce, présente deux sous-espèces. C'est des variétés, si vous voulez. Il y a la variété de la plaine et la variété de la montagne. Et la variété de la montagne, chez nous, elle est verdâtre. Voilà, donc c'est la sous-espèce Sibiricum, que je vous ai mis en bas, dans la légende. Alors, cette grande berce, elle a un intérêt gustatif. Elle a un arôme très prononcé, un arôme de mandarine, d'agrumes. Et on va consommer, en tout cas moi je consomme, et j'invite à consommer les jeunes fleurs et les boutons qui sont encore dans leur capuchon, parce qu'en fait, on les déguste comme des brocolis. Voilà, donc quand vous saurez reconnaître cette plante de manière certaine, vous pourrez vous régaler à votre tour. C'est aussi une plante médicinale. En fait, c'est une très ancienne plante qui a des noms locaux, des noms aussi en patois, parce qu'elle était utilisée aussi pour ses propriétés médicinales, en plus qu'une plante alimentaire. Donc, on va retrouver aussi des propriétés proches des angéliques, peut-être moins affirmées, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée notamment pour faciliter la digestion. Elle peut être utilisée aussi en cas de menstruation douloureuse. C'est une plante emménagogue. Et aussi, elle a une particularité, il faut quand même que je vous le signale, ses semences, ses graines ont été très utilisées comme tonique sexuel, comme aphrodisiaque. Et oui. Donc, ce qui a peut-être fait aussi sa réputation dans les campagnes françaises. Alors, puisque je vous ai parlé du parfum des plantes et aussi de leurs propriétés médicinales, c'est parce que je veux en venir à un autre chapitre. Pour l'instant, on a parlé de la reconnaissance visuelle des plantes, parce que la famille botanique, au départ, était basée uniquement sur des critères anatomiques. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, là où s'est construite la botanique scientifique, on n'avait pas d'autre moyen d'aller plus loin. En fait, à l'heure actuelle, à notre époque, des études chimiques, des analyses chimiques très poussées, ont montré qu'il y avait une grande similitude au niveau chimique des plantes d'une même famille. C'est-à-dire que les familles botaniques correspondent aussi à des familles chimiques. Et donc, cette famille chimique, la voici, je vous la décris rapidement. Il y a beaucoup de molécules dans ces diverses plantes que je ne vous ai pas listées. Il y a des antioxydants, comme les flavonoïdes, comme les terpènes. Il y a des tanins, comme ceux qu'on retrouve dans le vin rouge ou dans les champignons. Il y a aussi, ça y est, j'ai un petit trou. Il y a encore d'autres molécules, ça va me revenir, mais qu'on trouve aussi en quantité similaire dans d'autres plantes. Par contre, ce qui est un peu plus caractéristique des apiacées, ce sont les huiles essentielles.
Et ce sont ces huiles essentielles qui donnent le parfum du feuillage, qui va aider à les reconnaître en partie. Et aussi, ces huiles essentielles peuvent être utilisées pour un aromathérapie, voilà, dans la médecine moderne, puisque par exemple, l'aneth, qui fait partie de la famille des apiacées, fournit une huile essentielle qui est utilisée justement pour soigner les problèmes digestifs, par exemple. Ensuite, il y a les furanocoumarines. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On les appelle aussi des furocoumarines. Alors, c'est pas que je veuille vous embêter avec des molécules chimiques, mais si je vous en parle, c'est qu'elles ont leur importance. Et il y a des gens qui s'en sont rendus compte à leurs dépens. Je vais vous raconter ça. Donc, ces furanocoumarines, en fait, sont des molécules dérivées de la coumarine. Et la coumarine, c'est quelque chose, c'est une molécule qui donne le parfum du foin. Voilà, quand on dit ça sent le foin, c'est parce qu'il y a des plantes qui ont été coupées qui dégagent de la coumarine. Donc cette coumarine, elle est utilisée en cosmétique, notamment pour son parfum, mais elle est aussi utilisée en médecine parce que c'est aussi un anticoagulant. Et cette coumarine a des molécules dérivées qui sont les furanocoumarines, qui elles sont plus gênantes, on va dire, pour notre organisme. En fait, ces furanocoumarines se retrouvent dans la sève de la plante, et lorsque vous allez cueillir ces plantes, vous risquez de vous mettre de la sève sur la peau. Et lorsque l'épiderme est couvert de cette sève, ça fait pas mal, hein. C'est pas la sève qui va brûler. C'est qu'en fait, ces substances vont réagir avec le rayonnement solaire. Et donc, une fois que vous exposez votre peau avec ces substances sur votre peau au soleil, vous risquez d'avoir des brûlures provoquées par le soleil. C'est pour ça qu'on les appelle photosensibilisantes. Alors, comment ça se fait? Comment peut-on se défendre contre ces furanocoumarines et comment peut-on s'approcher de ces plantes si elles sont si bien défendues? Alors, c'est très simple. Il suffit d'employer la bonne technique et de se protéger. Nos ancêtres ont ramassé de la grande berce pendant des siècles, et d'autres plantes d'ailleurs, puisque la plupart des apiacées en contiennent, sans se blesser forcément. Tout simplement utiliser un outil coupant, un couteau, une faucille, une faux, quelque chose qui tranche net les tissus et qui minimise les risques de projection de sève. Ensuite, lavez-vous les mains et surtout, couvrez-vous les mains, c'est-à-dire ne coupez pas ces plantes en plein soleil sans protéger vos mains et n'exposez pas les parties de votre peau qui auraient été touchées par la sève au soleil. Concrètement, moi, quand je ramasse des brocolis de grande berce, je le fais au tout début du printemps, c'est-à-dire à un moment où le soleil est voilé, puisque au mois d'avril, au début mai, souvent il y a des journées où les nuages cachent le soleil, le temps est gris, et là il n'y a aucun risque. Ensuite, si vous êtes amené à faucher des grandes plantes, des plantes qui sont arrivées en pleine floraison, c'est-à-dire au moment du fauchage des prés par exemple, eh bien il faut vous protéger, c'est-à-dire vous couvrir les membres, mettre des manches, mettre des gants, mettre des pantalons, mettre des chaussures fermées et minimiser la projection de la sève sur votre peau. Il faut bien s'imaginer qu'à l'heure actuelle, notre époque n'est pas du tout celle de nos grands-parents et arrière-grands-parents. On utilise des outils comme le rotophile qui n'ont plus du tout la même action sur les plantes. C'est-à-dire le rotophile, il va éclater les tissus de la plante. Un rotophile, ça pulvérise une plante. Et c'est-à-dire qu'il va y avoir des projections de sève lorsque vous utilisez cet outil. Et si vous n'êtes pas correctement protégé, eh bien vous allez être couvert de cette sève qui est transparente, mais vous allez être couvert aussi de ces furanocoumarines. Et là, exposition au soleil et vous brûlez. Donc j'ai rencontré un agriculteur qui s'est violemment plaint contre cette plante, la grande berce, en disant « Oui, mais j'ai été brûlé au 2e degré ». Alors, effectivement, je m'imagine très bien qu'il a utilisé un rotophile qui n'avait pas forcément de gants, qui faisait peut-être ça manche courte, voire même en sandalettes, hein, parce que je l'ai vu faire des fois. Hein. Je ne veux pas désigner les coupables, hein, mais je l'ai vu faire. Donc, quand vous êtes dans ce cas-là, eh bien, commencez par prendre conscience qu'il faut se protéger et que ces plantes-là, elles n'ont pas envie de vous blesser, mais elles se défendent tout simplement contre leurs prédateurs et que ces furanocoumarines, c'est le meilleur moyen d'éloigner les animaux qui veulent les brouter. Alors, ces molécules, on en trouve dans toutes les apiacées, aussi bien les sauvages, la grande berce, le panais sauvage, l'angélique, les bois,
que dans les plantes cultivées. Le céleri notamment est réputé pour contenir une certaine concentration de furanocoumarine. Le persil également. Voilà, toutes ces plantes en contiennent à des concentrations variables. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'échelle de concentration pour hiérarchiser ces plantes de la plus concentrée à la moins concentrée. Donc je vous dirais, protégez-vous, ramassez-les par temps voilé et soyez au courant donc de ces risques pour ne pas vous plaindre, entre guillemets. Voilà. Alors, plus grave que les furanocoumarines, il existe comme dans toute famille des plantes toxiques, voire très toxiques. J'ai parlé de la petite ciguë qui apparemment crée pas mal de désordre, mais comme c'est une toute petite plante et que le persil, on n'en mange pas trop, on va dire, on n'en met pas trop dans nos plats, en tout cas en France. Dans les pays méditerranéens, c'est un peu différent. Il y a d'autres plantes de la famille des Apiacées beaucoup plus toxiques, notamment la grande ciguë, que moi je n'ai jamais rencontrée encore dans les monts du Cantal. Et a priori, on me dit qu'elle pousse surtout dans la plaine. Bon, ça fait déjà une plante qui est moins menaçante, qui nous menace moins directement. Ceci étant, cette plante que je vous ai présentée au tout début, qui a ces si belles feuilles vert clair, vert tendre, eh bien, c'est la redoutable ciguë aquatique ou ciguë vireuse, qui a priori peuple les torrents des montagnes, même si elle est relativement rare. Ici, c'est une photo qui est prise dans l'Aubrac, donc à 1h30 de route d'Aurillac. Et donc, cette ciguë aquatique, il paraît qu'elle est encore plus toxique que la grande ciguë, c'est-à-dire que quelques gouttes, quelques millimètres de plantes peuvent tuer un organisme, un être humain ou un animal. Voilà, donc n'allez surtout pas chercher votre persil au milieu de l'eau. Et notamment, méfiez-vous des apiacées qui poussent au bord de l'eau, parce qu'il y a également le Nantes safrané, qui est une plante qui pousse plutôt dans les régions atlantiques, qui elle aussi est très toxique et qui affectionne les rives et les bords de cours d'eau. Voilà ce que je peux vous dire. Ceci dit, ce sont des exceptions. Je vous engage à les rencontrer aussi, à les reconnaître, à les identifier, de telle manière qu'ensuite vous serez complètement rassuré et vous ne risquez pas de les confondre avec les autres plantes. Voilà, j'aurais pu vous parler encore de bien d'autres plantes qui me plaisaient beaucoup de vous décrire, comme la cistre dans les estives ou fenouil des Alpes, la sanicle d'Europe, qui est une ancienne plante médicinale, très utilisée, qui pousse dans les sous-bois, qui est assez curieuse. Et puis la noisette de terre, qui fleurit en ce moment dans tous les sous-bois, qui est une curieuse petite ombellifère toute grêle, avec un bulbe qui se mange comme une noisette, sauf qu'il faut le déterrer pour pouvoir le goûter. Mais ce sera pour une prochaine fois ou une prochaine balade. Et puis pour ceux qui connaissent, eh bien n'hésitez pas à aller les voir. Il y a aussi d'autres plantes beaucoup plus rares autour du Puy-Marie, sur les versants du Puy-Marie notamment, du plomb du Cantal, qui ne tiendra qu'à vous d'aller découvrir. Je vais juste vous partager, vous dire un petit peu mes sources, ce que j'utilise. Voilà, alors là, vous ne verrez peut-être pas, non, c'est en symétrique. Voilà, j'ai utilisé en particulier pour ce diaporama le guide de la flore de Haute-Loire, qui est un magnifique guide qui demande un petit peu de connaissances botaniques, mais selon votre degré d'avancement, vous pourrez peut-être bientôt l'utiliser, et où toutes ces plantes sont répertoriées, c'est-à-dire qu'il y a des photos, il y a des descriptifs très précis. Alors c'est en 2 volumes, hein. C'est pas à mettre, c'est pas à utiliser quand on débute, mais voilà, c'est pour vous dire mes sources, et vous pourrez retrouver ma bibliographie sur mon site qui s'appelle l'Herbier des volcans. C'est un site vitrine pour promouvoir la flore de nos montagnes. Vous trouverez toutes les plantes que j'ai rencontrées, que j'ai photographiées au cours de mes inventaires. C'est des galeries de photos essentiellement. Il y a quelques articles. Il y a aussi les animations que je propose sur la barre supérieure. Vous verrez, c'est très bien organisé. Chacun y trouvera ce qu'il cherchera. Et puis, j'ai créé aussi une page Facebook qui s'appelle Plantes sauvages comestibles d'Auvergne, pour tous ceux qui s'intéressent à la gastronomie des plantes sauvages. C'est un lieu pour déposer des recettes où je vous tiens au courant de mes cueillettes. C'est une forme de calendrier aussi, où dès qu'une plante est ramassée, je vous l'indique, ce qui vous permet de suivre l'avancement des récoltes. C'est un lieu pour discuter entre passionnés sur ce thème-là. Et puis, pendant le confinement, j'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir faire de balade, je tournais en rond comme un lion en cage,
que je me suis mis à faire quelques vidéos avec les moyens du bord. Et j'ai créé une chaîne YouTube à mon nom, qui s'appelle pour l'instant Véronique Garcia. Et vous avez un échantillon de ce qu'on peut trouver dans un potager comme plante sauvage. Alors, il n'y a pas la petite ciguë, bah mince, je ne l'ai pas trouvé ce jour-là, mais c'est surtout des salades à déguster. Bah oui, c'était quand même plus sympa de vous proposer de goûter des plantes qui sont faciles à reconnaître. Et je vous ai mis des vidéos, alors préparation de recettes, identification des plantes, et aussi tout simplement promenade dans le jardin pour que vous vous représentiez bien le milieu où elles vivent. Parce que toutes ces plantes aussi vivent dans des milieux différents, ce qui aide aussi à leur reconnaissance. Vous ne trouverez pas la même plante sur des chemins caillouteux et à l'ombre des grands arbres près d'une cascade. Voilà, ça c'est un autre critère aussi que je vous propose d'utiliser quand je vous guide dans mes balades. Voilà, donc j'ai tenu 1 heure tout juste, j'en reviens pas d'être à l'heure. J'ai parlé un peu vite, hein, je suis désolée. Et maintenant, je vais me reposer un petit peu. Je vais passer la main à Marie-Aimée Le Marchand pour engager les questions. Donc, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Je vous propose de poser vos questions. Je pense que vous avez plein de précisions à demander. Donc, si c'est le cas, il vous faut rallumer vos micros pour vous entendre. Allez. Pose des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions tout de suite, moi j'en ai une. Je voulais savoir ce qu'était une pétiole ou un pétiole. Alors, pardon, c'est un pétiole. Enfin, moi, je prononce pétiole parce que c'est vrai. Pétiole, voilà, oui, d'accord. Alors, la botanique dérive directement du latin et du grec, puisque à l'époque, donc des premiers botanistes, hein, au XVIIIe siècle, on va dire que la langue universelle, c'était pas l'anglais comme maintenant, c'était le latin ou les racines. Voilà. Donc tout ça, ça vient, même les mots du lexique viennent du latin, donc d'une langue scientifique. Et pétiole, en fait, c'est le petit bout de tige qui attache la feuille à la tige principale de la plante. Alors en fait, il y a pétiole, on utilise pétiole pour la feuille et on utilise pédoncule pour la fleur, pédoncule floral. Pédoncule, ça veut dire petit pied, pétiole aussi. Ça veut dire, tous les deux veulent dire petit pied. Alors, ce qui n'est pas évident à se rendre compte, c'est la différence entre une tige et un pétiole ou un pédoncule. Parce qu'il y a des plantes qui ont des très longs pétioles ou des très longs pédoncules, et d'autres qui ont surtout des grandes tiges et quasiment pas de pétioles et de pédoncules. Et là, c'est vrai que le mieux, c'est de voir sur place. Mais on va dire qu'une tige, c'est une partie, c'est une branche ramifiée qui porte des bourgeons, des feuilles et des fleurs. Alors la difficulté, c'est que les plantes, les petites plantes, les plantes herbacées comme on les appelle, n'ont pas de tissu ligneux, n'ont pas de tronc comme les arbres. Donc c'est plus difficile à distinguer. Mais il faut qu'il y ait ces 3 sortes d'organes, la fleur, le bouton et la feuille, pour qu'on puisse parler de tige. Ensuite, le petit bout de tige qui rattache les organes à la tige ramifiée, on appellera ça des petits pieds, des pédoncules, justement pour les distinguer de la tige principale. Merci. Là, il aurait fallu un schéma, ça aurait été plus simple. Je vous encourage à poursuivre hein, si vous avez des questions à poser. Vous pouvez les poser par écrit. Excusez-moi, j'arrive pas à poser par écrit, moi. Eh ben, allez-y, on vous entend bien, madame. D'accord, bonjour. Pour rebondir sur le pétiole, j'ai pas entendu justement à propos de l'égopode podagraire. Il y avait un petit détail sur le pétiole de la feuille. Oui, c'est vrai, j'ai pensé à vous le dire en cours de diaporama et c'est pour ça que je ne l'avais pas prévu en photo. En fait, quand vous coupez le pétiole d'une feuille, quand vous détachez une feuille de la plante, en fait, vous recoupez proprement au couteau ce pétiole dans la largeur et il va faire une petite, il a une forme on va dire, de triangle. Il fait un peu comme une gouttière. Il a une forme caractéristique de triangle avec 3 angles. Voilà, et ça, c'est vrai que il y a guère que l'égopode qui est un pétiole avec ce triangle bien marqué. Ensuite, moi, je préconise toujours d'avoir de croiser au minimum 3 critères quand vous êtes sur le terrain pour être sûr de l'identité d'une plante. De préférence, les critères botaniques officiels.
Mais si vous n'avez pas tout sur la plante et que vous avez déjà, comment dire, croisé cette plante, que vous pensez que c'est une plante qu'on vous a déjà montrée, parce que quand je dis qu'on vous a montré, c'est que c'est bien de partir en balade quand même avec quelqu'un qui s'y connaît, hein, dans le domaine des apiacées, c'est quand même utile. Eh bien, vous pouvez ajouter des critères comme le parfum, comme le pétiole, comme le toucher. Ça, c'est des critères, on va dire, complémentaires au niveau botanique. Au départ, quand vous ne connaissez pas l'identité. Ensuite, quand vous l'avez déjà vu une fois, 2 fois, ben, ces critères sont quand même plus faciles à utiliser que de prendre une loupe et de refaire l'identification dès le départ. C'est pour vous dire qu'il y a l'identification de la plante quand on ne l'a jamais vue, avec des critères scientifiques pour être sûr de son identité. Et il y a ensuite la connaissance familière, comme l'ont eu nos aïeux, qui eux croisaient toujours les mêmes plantes au même endroit. Ils les regardaient du début jusqu'à la fin de leur cycle. Et comme ça, petit à petit, ils arrivaient à enregistrer complètement la personnalité de la plante. Voilà, c'est 2 démarches complémentaires et différentes. Et moi, je vous engage à aller rencontrer ces plantes, bien sûr, dans la nature, mais aussi à choisir un itinéraire près de chez vous pour les voir dans leur évolution, dans l'évolution de leur cycle biologique complet. Parce que les apiacées, ce n'est pas une famille facile. Et autant il y a des plantes très faciles à reconnaître, comme l'angélique sylvestre, l'angélique des bois, même l'égopode. À partir du moment où vous en avez dans votre jardin, vous aurez beaucoup de facilité à la reconnaître. Autant il y en a d'autres sur lesquelles c'est quand même un petit peu plus compliqué parce que elles ont moins de personnalité, c'est des milieux où on ne voit pas souvent. Voilà, et puis c'est une grande famille, hein, c'est vraiment une grande famille. Là, je vous ai donné un tout petit échantillonnage. Merci. Il y a une question de Lily qui demande si les tiges des apiacées sont creuses. Alors c'était la première diapo, mais si je remonte la première, ça va être un peu long. Vous avez vu dans la première diapo, sur la planche botanique, je vous avais signalé, il y a un détail, un dessin qui représente une section de la tige pour montrer justement… On peut peut-être y revenir, non, Véronique? Eh ben, je peux essayer, mais il va falloir tout remonter, à moins que je descende justement. Je vais essayer de descendre pour voir s'il repart au départ, s'il repart au début. Ah non, il ne repart pas au début. Bon, je reviens en arrière alors. Oui, donc en fait, selon les plantes, les tiges sont creuses ou pleines. Et justement, ça peut être un indice pour certaines espèces. Alors, dans les flores, ce sont des guides qui sont plus ou moins illustrés. Hein. Lorsqu'une espèce présente un détail significatif, comme la ciguë vireuse, la ciguë aquatique, puisque c'est la planche botanique de départ, eh bien, dans la flore, on vous l'indique. Ce n'est pas la peine de couper la tige si dans la flore, on ne vous dit pas que la tige est creuse ou la tige est pleine. Voilà, il faut… De toute façon, quand je vous dis reconnaître avec des critères, c'est aussi reconnaître avec un guide, une flore dans la poche. Pour moi, c'est l'outil complémentaire indispensable à la reconnaissance. Voilà, ça c'est la planche botanique. Donc, vous voyez en bas à gauche, vous avez un petit dessin qui représente la tige coupée en 2. Et on voit 2 canaux. En fait, elle a 2 canaux de sève qui font qu'elle est creuse. Et vous avez la coupe de la racine pour vous montrer aussi que la racine est creuse. Enfin, ce n'est pas une racine d'ailleurs, c'est un rhizome, c'est une tige souterraine. Elle est creuse et alvéolée. Ceci étant, vous n'êtes pas forcé de déterrer la plante pour vous rendre compte que c'est une ciguë vireuse. Normalement, avec les 3 critères, 2 ou 3 critères botaniques, le milieu, la date où vous la rencontrez, voire le parfum quand vous pouvez l'approcher, vous avez suffisamment d'indices. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a une question écrite qui demande si ces plantes sont visibles dans la région de Grenoble et d'autre part, est-ce qu'on peut faire des gelées avec ces fleurs? Alors, les fleurs d'ombellifères peuvent être très parfumées puisqu'elles attirent beaucoup d'insectes glutineurs. Ceci étant, à ma connaissance, c'est vrai que c'est curieux, mais je n'ai pas du tout connaissance de recettes avec les fleurs des ombellifères. Même l'angélique cultivée, on utilise, là pour le coup, on utilise les pétioles. Hein, quand on dit les tiges confites, ce n'est pas des tiges, c'est les pétioles qu'on utilise et qu'on fait confire dans le sucre. Et les fleurs, je ne sais pas si on en fait des friandises, les fleurs de l'angélique cultivée. Ce qui est certain, c'est que vous pouvez utiliser les graines, les semences, donc ces fameux diakènes dont je parlais, tiens, je vais y revenir, eh bien, sont très chargés en huile essentielle. Et donc,
Et donc, si vous les récoltez à maturité, eh bien, c'est comme si vous récoltez des graines d'aneth ou des graines de cumin ou des graines de coriandre. Donc, moi, je vous invite à récolter les graines de la grande berce, par exemple, ou les graines de l'angélique des bois, ou même les graines de la grande impératoire, qui sont réputées pour leurs essences aromatiques. Et alors ensuite, pour les préparations, ben, je vous laisse découvrir parce que moi, pour l'instant, je n'en ai testé que 2, les plus simples. C'est-à-dire, je fais sécher les graines et je les mélange à du gros sel, de telle manière que ça me serve de condiment pour la cuisine. Et les Indiens qui habitent en Inde, en Amérique du Nord, eux utilisent ça mélangé à du sucre. Alors, les Indiens sont très gourmands, donc ils mélangent notamment des graines d'aneth avec du sucre coloré qui servent en fin de repas. Et c'est vrai qu'ils associent la gourmandise aux propriétés carminatives, digestives des graines des apiacées. Parce qu'en fin de repas copieux, eh bien, vous dégustez ce sucre agrémenté de graines et ça vous aide à digérer. Très bon. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est à regarder les apiacées qui poussent dans votre potager, si vous avez la chance d'en avoir, de telle manière à les comparer déjà entre elles, comparer le persil à la coriandre, au céleri, au cerfeuil, et voire au fenouil. Et là, ça va vous exercer un petit peu à repérer les diakènes, l'involucre, la gaine, et voir les disparités qui peuvent exister. Une sorte d'entraînement, quoi. Et concernant la présence dans la région de Grenoble? Ah oui, pardon. Alors Grenoble, pour moi, Grenoble, c'est une grande ville. J'ai un peu du mal à voir le paysage naturel autour de Grenoble. Pour moi, c'est une grande ville entre la montagne et puis la vallée du Rhône. Donc, je vous inciterai à déjà sortir de la ville. Aller peut-être, si vous allez vers la montagne, vous allez les retrouver. Ensuite, Chartreuse. Pardon? Dans la Chartreuse, il y a beaucoup de plantes. Oui. Mais là, sans nul doute, vous allez retrouver l'angélique des bois. L'impératoire, je ne peux pas vous le garantir. Mais l'angélique des bois, c'est sûr que vous allez la retrouver. De quoi la grande astrance, certainement, qu'elle doit pousser dans les montagnes de Grenoble, autour de Grenoble et les Préalpes. Et ensuite, vous avez toutes ces plantes aussi qui cohabitent avec dans la campagne, hein, qui sont l'égopodes, qui sont la carotte, qui sont la petite ciguë, qui sont la grande berce. La grande berce, alors c'est des prairies de fauche principalement, ou les bords des chemins. Donc vous allez en trouver parce que il y a quand même une agriculture dans les Préalpes qui se perpétue, et même si l'ensilage gagne du terrain, vous allez certainement pouvoir trouver de la grande berce très facilement. De quoi je vous avais parlé encore? Ah oui, le grand boucage, Pimpinella major, cette plante magnifique. Et aussi, moi je l'ai trouvé aussi en montagne, à l'étage montagnard dans les Pyrénées, donc certainement vous allez en voir très facilement dans les Préalpes. Alors, l'angélique des Pyrénées, c'est une toute petite plante de prairie d'estime. Donc, c'est une montagnarde aussi, mais à chercher dans la prairie. Donc là, il va falloir y aller, pas à quatre pattes, mais on va dire un petit peu plus bas. La carotte, on en a parlé. Et puis, bon, après, vous avez aussi la grande astrance. Vous avez aussi le fenouil des Alpes. Le fenouil des Alpes, qui a le feuillage vraiment du fenouil, mais qui est une petite plante broutée par les moutons ou par les vaches dans les alpages et dans les estives, qui sont très très bons, que vous allez certainement trouver aussi, si elle n'a pas encore été broutée, ça c'est le problème, vous passez avant les vaches. Et puis vous avez le cerfeuil des prés dans tous les milieux frais, les prairies fraîches, même les bords des champs. En ce moment, vous ne pouvez pas le louper. Alors c'est une plante très précoce, hein. C'est maintenant ou jamais, parce qu'après, elle va s'écrouler sur elle-même, elle va jaunir complètement. Et d'ailleurs, c'est un des critères de reconnaissance, à mon sens, c'est que c'est une des premières en fait. Alors, tant que le climat n'a pas trop changé en termes de succession d'espèces, on peut encore se fier, on va dire, à l'enchaînement des floraisons. Et puis, l'égopode podagraire, lui, il est toujours présent dans des hameaux et dans des villages ruraux, hein, où il y a encore des maisons en pierre, des ruelles. Vous allez en trouver, vous allez en trouver dans la mesure où le cantonnier n'aura pas tout passé au rotophile. Ce que j'ai observé, c'est qu'il est catalogué comme mauvaise herbe, donc
Dès que la première fauche est arrivée, vous ne le verrez plus, mais vous allez le retrouver de l'autre côté du mur, au pied des haies, dans les jardins des gens pas trop maniaques. Et je vous invite vraiment à sentir son parfum. Et en tirant un petit peu dessus, vous allez voir que vous allez en arracher facilement si le sol n'est pas trop sec, parce qu'il a un enracinement très superficiel, il fonctionne vraiment comme le fraisier. La tige horizontale est traçante juste à la surface du sol. Et d'ailleurs, c'est très facile d'en récupérer pour en replanter, si vous voulez l'apprivoiser. Ce que je vous engage à faire, parce que finalement, c'est une envahissante, mais si vous la localisez dans votre pelouse et que vous tondez autour, c'est pas compliqué de la garder en cage, si je puis dire. J'aurais voulu poser une autre question, je peux? Je vous en prie. Oui, bon, oui, excusez-moi. Donc, c'est par rapport justement au cerfeuil des prés. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle serait peut-être envahissante, non? Du fait qu'on met beaucoup d'azote dans les prés, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Autour de chez moi, sur la Planaise, il y a énormément de cerfeuil des prés, enfin, à moins que je fasse une erreur. Et du coup, j'ai peur qu'elle empêche d'autres plantes de sortir. Alors, c'est une bonne observation que vous faites, mais en fait, il ne faut pas le voir comme une plante envahissante, il faut simplement la voir comme une plante adaptée au milieu que l'homme lui crée. C'est-à-dire que les agriculteurs ont tendance à vouloir augmenter la productivité de leurs prairies, donc ils amènent des fumiers, des lisiers, voire des engrais. Les engrais, ça n'est bon pour aucune fleur sauvage. Donc les engrais, en général, ne sont pas appliqués sur les prairies permanentes parce que ça détruit les espèces. Par contre, tout ce qui est fumier, lisier, ça a tendance à modifier complètement le sol, à l'enrichir, comme vous dites. Et du coup, bien, la flore qui était en place va disparaître, c'est une flore de prairie maigre. Et progressivement, la prairie va accueillir des plantes qui sont plus adaptées à ces nouveaux sols riches. Donc, ce n'est pas qu'elle va envahir, c'est que les autres plantes vont disparaître suite à l'apport de ces lisiers. Et elle va juste se ressemer là parce que ça lui offre les conditions optimales. Et vous allez voir apparaître des cerfeuils des prés, des grandes berces aussi, des rumex, toute la population des rumex. Et donc, ces prairies vont avoir une tonalité vert, des couleurs vertes et blanches. Alors, il y a toute une lecture du paysage à travers les couleurs, c'est-à-dire que vous regardez une prairie, si elle est dans les tons vert, blanc, voire jaune, avec les boutons d'or et autres renoncules, vous avez des prairies qui en général sont assez pauvres en espèces, mais particulièrement riches au niveau de l'azote du fumier. Mais c'est des prairies qui vont être productives aussi en termes de fourrage, et c'est l'objectif recherché. Et si vous voyez des prairies avec des coloris beaucoup plus variés, où apparaît le rose, le bleu, c'est un indicateur d'un enrichissement en espèces, mais qui correspond aussi à un milieu plus pauvre. C'est des prairies qui vont accueillir des cnosiers des prés, des campanules, des violettes, des mauves, des choses comme ça, des espèces comme ça. Et là, on augmente dans l'échelle de la biodiversité. Et on peut avoir jusqu'à 25, 30 espèces, voire 40 dans certaines prairies qui ont été recensées dans le Massif central, à partir du moment où on évite, où on espace les apports de fumier, voire où on les suspend complètement. D'ailleurs, il y a toute une nomenclature qui a été établie par l'AOP Cantal, donc l'organisme de promotion des fromages du Cantal, pour classer ces prairies en fonction de leur diversité végétale, parce qu'on a constaté que cette diversité végétale avait un retentissement sur la qualité fromagère. Eh bien, merci beaucoup, vraiment, là j'ai bien compris comment ça se passait. Super. Donc, il y a des questions écrites qui concernaient, en fait, où est-ce qu'on peut retrouver le programme de vos interventions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de programme, figurez-vous, parce que cette année, tout a été annulé. Mais habituellement, les balades et les ateliers sont, on va dire, c'est un programme qui est en relation, qui est organisé avec des partenaires, comme par exemple la Bioclub d'Aurillac, ou avec le CITEC, ou avec des partenaires institutionnels, on va dire. Sinon, ensuite, les ateliers aussi de cuisine sauvage, par exemple. Sinon, ensuite, moi, je mets en ligne sur mon site les stages et les week-ends
Là, On pourrait mettre la page de votre site. Je vais la remettre. Voilà. Voilà, c'est plutôt pour les, on va dire, les stages de 2 jours ou plus que je fais une programmation. Donc pour cette année, du coup, avec la conjoncture, il n'y a pas eu de programmation, sauf pour un seul stage qui est maintenu à l'heure actuelle. Donc c'est sur l'herbier des volcans que vous allez le retrouver. C'est un stage en binôme, c'est une innovation, c'est yoga et fleurs sauvages. Donc l'idée, c'est de passer 4 jours dans un bureau de montagne à 1200 mètres d'altitude, déconnecté complètement de la civilisation. On est en autonomie, on va dire, avec le solaire, uniquement approvisionné par l'énergie solaire et une source. Et donc là, en 4 jours, on se ressource à travers le yoga, la méditation, peut-être les chants, et aussi des balades que j'accompagne pour découvrir la flore de l'étage montagnard et subalpin, et aussi les propriétés médicinales et comestibles. Donc il y aura un petit peu un mix de tout ça. L'idée étant de faire participer, de se replonger dans la nature et de faire participer toutes les énergies de la nature pour les centrer sur nous-mêmes, se recentrer avec la nature. Voilà, et ça c'est le début juillet. Et les dates et les bulletins d'inscription sont visibles sur le site. Alors, tout ça, c'est sur l'herbier des volcans. Pardon, excusez-moi, Marianne. C'est sur l'herbier des volcans dans la page stage. Et sinon, de mémoire, c'est du 8 au 12 juillet. En tout cas, c'est cette semaine-là. Voilà, 4 jours dans la vallée de Brezon, qui est une des plus belles vallées du Cantal. Je ne vais pas rendre jaloux les autres, mais c'est Aaron Tazieff qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Voilà, après, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer à répondre à cette question-là. Si on peut passer à la page suivante, Véronique. Alors, la page suivante, bien sûr, voilà, c'est… Donc après, le CITEC organise tous les mois à peu près de façon régulière des mercredis de la biodiversité qui peuvent prendre la forme de conférences en présentiel quand c'est possible et surtout de sorties nature accompagnées chaque fois par un expert comme l'est aujourd'hui Véronique sur la botanique. On va aussi faire des sorties plus liées à la découverte de la faune, des oiseaux, par exemple avec la LPO. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas encore le site de l'Atlas de la biodiversité, de le prendre. Donc, c'est atlas-biodiversité-citec15.com. Là, si vous vous connectez, vous aurez l'information sur les prochaines sorties. On fait aussi des envois par mail quand on a le nouveau mail. Alors là, si vous êtes du niveau public, on ne l'a pas. Donc, peut-être que on va laisser, je vais donc peut-être passer aussi la page suivante. Donc, sur la page suivante, il y a aussi notre adresse de page Facebook qui vous permettent vraiment de suivre l'actualité. Sinon, vous avez un numéro de téléphone en bas à gauche, donc c'est le CITEC à Saint-Flour, avec un numéro de téléphone du standard, le 04 71 60 72 64.